nous pensons que la stratégie, elle est nécessaire pour le Maroc. Elle est nécessaire pour sa mise en place. Elle est nécessaire de montrer un cap, de pouvoir donner la direction de ce que nous voulons faire, quelles sont les priorités du Maroc dans ce sens-là, à l'échelle, à horizon 2030. Et l'OSIM a été acteur sur ce sujet depuis le début, avec le ministère de tutelle, sur lequel nous avons été sollicités sur tous les sujets, tous les volets de cette stratégie numérique 2030. On pense que nous avons tous les ingrédients qui sont intégrés dans cette stratégie-là, et nous pensons que nous avons mis ce qu'il faut et le nécessaire pour pouvoir, on va dire, intégrer ce qui est important comme cap et comme direction pour le Maroc. Que ce soit sur la partie e-gov, que ce soit sur tout ce qui est entrepreneuriat d'innovation, que ce soit sur les startups, que ce soit autour des talents digitaux, que ce soit autour du cloud, mais aussi en transverse toute la partie intelligence artificielle qui est aussi évoquée en transversal, parce que l'IA, on va la trouver un peu partout dans tout le dispositif à mettre en place et de tous les projets et les indicateurs que nous devons suivre. Et je pense que la stratégie est un point positif de pouvoir l'avoir, de pouvoir avoir un écosystème qui est d'accord et sur lequel tout le monde s'est mis d'accord autour de cette stratégie-là. Et c'est aussi important de dire que nous avons co-construit cette stratégie-là parce que le fait de travailler la main dans la main avec le ministère en question et avec toutes les fédérations et toutes les associations professionnelles pour pouvoir sortir, on va dire, une stratégie sur laquelle il y a un accord, on va dire, collectif, c'est important. C'est important parce que derrière, il y a un plan d'action, parce que derrière, il y a aussi une commission nationale qui est présidée par le chef de gouvernement pour le suivi des actions. Et c'est parce que aussi, nous devons être concernés par rapport à la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie Maroc numérique 2030. La stratégie vient avec un budget, en tout cas pour un certain nombre de projets qui ont été validés d'ores et déjà, et par rapport à un budget 2025 qui a été intégré dans la loi de finances 2025. Et ça a été acté. Donc c'est une bonne chose sur un certain nombre de sujets, que ce soit en termes de fonds pour les PME, que ce soit par rapport à certaines initiatives pour augmenter le volume des talents donc vis-à-vis de plusieurs ministères, donc le ministère de la formation professionnelle, de l'éducation, aussi sur d'autres instances. L'initiative Job in Tech qui a été aussi lancée il y a un an dans une phase de testing, on va dire, et maintenant qui a été généralisée parce que ça a donné ses fruits. En tout cas, il y a des éléments qui ont été lancés de manière officielle et qui ont connu un engouement important et intéressant. Ça, c'est en termes de financement. Alors maintenant, il y a des défis. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais assez de financement pour faire tout ce qu'on veut. Il y a des priorités, on passe par des crises, il y a des situations socio-économiques à prendre en considération. Le Maroc a lancé des chantiers énormes en parallèle avec la stratégie numérique Maroc 2030. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en phase de pressing pour pouvoir passer un certain nombre de chantiers dans ce sens-là. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir donner, on va dire, l'intérêt que peut donner un chantier digital pour
pouvoir accompagner aussi les autres chantiers prioritaires de l'entreprise, de la nation et du Maroc. Et si on prend par exemple le e-Gov, le e-Gov est un vaste chantier qui a démarré depuis très longtemps, mais qui était au ralenti. Aujourd'hui, il y a un engouement pour pouvoir accélérer, mais de l'accélérer de la bonne façon. C'est-à-dire que nous avons énormément de services informatisés, on va dire. Nous ne sommes pas allés jusqu'à l'automatisation totale, mais la problématique que nous avions, c'est qu'on ne prenait pas le parcours du citoyen par rapport à un process ou par rapport à une démarche, et on ne prenait pas de bout en bout ce process-là pour pouvoir le digitaliser. La bonne nouvelle, c'est que la nouvelle ministre vient d'une institution qui gérait l'intelligence artificielle. donc, c'est maintenant, est-ce que l'intelligence artificielle a été évoquée dans la stratégie? Elle est en transverse. Elle est en transverse. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire sans l'intelligence artificielle. Notre positionnement était très clair. C'est-à-dire aujourd'hui, l'IA doit faire partie des actions que nous devons mener. Mais comment? Est-ce qu'on doit faire une stratégie de l'intelligence artificielle à l'instar de ce qui se fait dans certains pays africains et même d'autres pays avancés? Oui, pourquoi pas? Mais le plus important de tout ça, abstraction faite de toute la stratégie, la démarche, etc. qu'on peut faire, c'est de mener des use cases. C'est de mener des expériences réelles sur des métiers et sur lesquels on va prouver la faisabilité de l'intelligence artificielle sur un métier quelconque et sur lequel on va aller le généraliser au niveau d'un secteur, au niveau d'un métier. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, on peut toujours travailler sur une stratégie pour dire que le Maroc a une stratégie de l'IA. OK, très bien. Mais le plus important, c'est de dire que nous avons mis en place, dans un secteur, l'agriculture par exemple, ou la santé, et de dire que nous avons mis en place sur une niche l'intelligence artificielle qui a donné 20-30% de productivité ou de performance et sur lequel on va pouvoir généraliser à l'échelle du pays. Et ça, l'impact qu'elle a est beaucoup plus important que de prendre 2 ans pour mettre en place une stratégie d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant que nous avons pris du temps pour mettre en place une stratégie nationale sur le Maroc numérique 2030, tout ce qui peut venir par la suite est la bienvenue, mais je pense que là, ce qui nous attend, et ce que tout le monde attend, c'est des réalisations et c'est de la mise en œuvre. Alors, l'inclusion numérique est inclue dans la stratégie. Il y a... En tout cas, nous devons mettre en place des actions dans ce sens-là. On est en train d'attendre un petit peu le plan d'action dans ce sens vis-à-vis du ministère. Les propositions ont été faites, mais il y a un certain nombre d'actions qui vont venir dans ce sens. L'OSIM avait lancé une initiative qui s'appelle le Douar by OSIM, qui est une initiative et un programme qui permettrait de lancer déjà un premier pilote au niveau de la région de Tiafouralt pour faire de l'inclusion numérique à travers, on va dire, d'utiliser le levier du digital pour rapprocher des services universels au niveau des citoyens, surtout de la région de Tiafouralt, qui est une région rurale. Et donc, l'objectif, c'est de faire ce pilote-là et de pouvoir tirer les conclusions afin de pouvoir aller sur d'autres régions, sur d'autres douars, sur d'autres villages. Nous avons dans notre programme la vision de l'OSIM de ce mandat-là, c'est aussi, on a aussi ce sujet de l'inclusion numérique qui est inclus et c'est pour ça qu'on a lancé cette initiative. Et dans les dernières assises, donc on a parlé aussi de l'inclusion digitale dans ce sens-là. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du digital sans inclusion digitale. Tout simplement parce que nous allons creuser le fossé entre ceux qui sont, on
entre ceux qui utilisent le digital et ceux qui sont analphabètes dans le sens du terme digital, parce que nous ne pouvons pas faire abstraction des outils et des plateformes digitaux dans le futur. Et aujourd'hui, nous avons cette responsabilité de lancer les plateformes digitaux, mais de lancer en même temps la formation, la sensibilisation et l'accessibilité de ces plateformes-là, quel que soit le citoyen lambda à l'échelle du royaume. Alors, je suis un peu partagé par rapport à la 5G. Il y a deux angles d'attaque par rapport à ce sujet-là. Le premier angle d'attaque, c'est de dire que la 5G est une tendance et c'est un besoin pour certains secteurs pointus et pas pour tout le monde. Et donc, du coup, ce que apporte aujourd'hui la 4G au commun des mortels est largement suffisant en termes de prestations et de services. La 5G, elle est un peu plus spécifique, elle est un peu plus pointue par rapport à des besoins bien spécifiques, sans rentrer dans le détail technique, et c'est important de pouvoir se positionner si on veut aller sur des niches, effectivement. Le deuxième avantage de mettre en place la 5G, et on est en retard par rapport à certaines nations, c'est que de suivre la tendance et de pouvoir être prêt pour la 6G, la 7G qui vont venir, etc. Donc ça, c'est un premier angle d'attaque et de vue par rapport à ça. C'est-à-dire de dire qu'il faut rester, on va dire, d'actualité technologique et prêt technologiquement pour les futures technologies qui vont venir par la suite et qui vont devoir utiliser la 5G, mais on reste sur des niches. On parle de pas plus entre 5 et 10% du besoin réel par rapport au royaume. Maintenant, le deuxième angle de vue, la question qui se pose, c'est si nous avons un budget et si nous voulons investir massivement sur des sujets sur lesquels on est vraiment en retard, sur lesquels on va aller pousser les services universels pour la population, vaut mieux mettre cet argent-là ailleurs plutôt que d'aller sur la 5G. Et aujourd'hui, d'après ce qui a été annoncé, c'est que la 5G va être lancée cette année pour l'année prochaine, donc les consultations, etc. Et on va avoir un taux de couverture de 70% à hauteur 2030. C'est bien, parce qu'on se prépare aussi au mondial 2030 et tout, donc c'est très bien. Alors, moi je dis que la 5G ne doit pas être une priorité. Par contre, on doit être là, on doit être présent, parce que ça permettrait d'avoir on va dire une plateforme technologique pour nous permettre d'aller sur d'autres technologies qui vont venir par la suite, effectivement. Maintenant, en termes de priorité, encore une fois, le Maroc agit toujours en priorité. Si nous avons un investissement à faire et s'il y a une priorité à faire pour rendre universels les services et les plateformes e-gov à plus grand spectre, et on doit puiser un petit peu de ce budget-là, faisons-le. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des portefeuilles qui sont différents, distincts, et chaque portefeuille va aller dans un investissement différent, donc tant mieux. En tout cas, le projet est lancé, et on n'a pas de mot à dire par rapport à ça. On pense qu'aujourd'hui, l'écosystème parle mieux entre les différents acteurs. Et la dynamique qui a été portée aussi par le ministère était une bonne dynamique, continue à être une bonne dynamique. Et je pense qu'il faut maintenant, ce qui est intéressant, c'est de continuer cette dynamique-là, comme à l'instar de ce que nous avons fait pendant la préparation de la stratégie, de la faire pour la mise en œuvre, c'est-à-dire mettre en place les instances de gouvernance nécessaires, faire le suivi des plans d'action et de pouvoir aussi très rapidement capter les signaux faibles, de dire voilà ce qu'on doit changer pour l'année prochaine, voilà ce qu'on doit mettre en place, voilà ce qu'on doit retirer et voilà ce que nous devons adapter pour les prochaines années ou d'année en année. Parce que l'objectif, c'est quoi? La stratégie est un cap pour 2030, mais le plan d'action est annuel selon le PLF de chaque année. Et il faudra qu'on s'adapte par rapport aux besoins et aux nécessités des entreprises et des citoyens d'année en année pour qu'on puisse être toujours en ligne avec les besoins et les prérequis
des entreprises marocaines, mais aussi par rapport à la nécessité, aux besoins des citoyens marocains. Et ça, c'est quelque chose de très important à pouvoir faire parce que nous devons rester dans l'agilité. Bon, on sait que le cycle, il est annuel, mais il vaut mieux avoir un cycle annuel qu'un cycle de 5 ans ou de 10 ans. Alors, si on parle techno, aujourd'hui, incontestablement, la priorité numéro 1, c'est de se préparer à l'intelligence artificielle, dans toutes ses formes. En premier lieu, l'IA générative, bien sûr, parce qu'il y a eu ce leapfrog de l'IA générative avec l'annonce de ChatGPT il y a 2 ans, qui nous a permis d'aller quand même sur une rupture technologique dans ce sens-là. De plus en plus d'entreprises commencent à tester et on voit chaque jour, on va dire, des pilotes pour pouvoir valider ou regarder comment le comportement de cette nouvelle technologie est en train d'opérer dans certains services orientés clients dans un premier temps. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que le Maroc, et là je m'adresse particulièrement au privé, qui ont cette latitude d'aller plus rapidement et de pouvoir dire qu'il faut avancer très rapidement. Nous avons la possibilité d'être dans la même niveau de maturité que les entreprises les plus avancées parce qu'aujourd'hui, la technologie, elle est accessible. Et donc, du coup, il faudra qu'on investisse un peu plus. Donc, c'est un appel aussi à manifestation au niveau des entreprises de dire lancez-vous sur des pilotes de use case réels, prenant une verticale, un métier, prenez un cas bien spécifique sur lequel vous pensez qu'il y a de la valeur ajoutée, il y a de la performance à aller chercher ou de la satisfaction client à aller chercher. Et faites ce pilote-là dans ce sens-là parce que vous allez gagner énormément. Le pilote, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet, avec un petit investissement, de valider ou d'invalider, on va dire, la démarche. Sinon, on va passer à autre chose et c'est pour ça que ça sert ce genre de pilote. Donc, il ne faut pas avoir peur d'un échec. Je préfère un échec de 100 000 dirhams, 150 000 dirhams à l'échelle d'une grande entreprise qui n'est pas énorme, plutôt que de lancer un projet de plusieurs millions de dirhams et qu'au bout de quelques années, c'est mort. Donc, on prend 2-3 mois, on valide, on voit que ça avance bien et on passe sur le suivant, ou alors on peut aller étaler le périmètre dans ce sens-là. Ça, c'est la première technologie. La deuxième technologie, bien évidemment, c'est sécuriser on va dire l'asset, l'actif des entreprises, c'est la cybersécurité. Donc, de plus en plus d'entreprises marocaines aujourd'hui sont on va dire, plus sensibles sur le sujet. Et on voit que même en termes d'investissement au niveau de la cybersécurité, on commence à avoir de plus en plus d'investissements d'entreprises marocaines. Est-ce que cela inclut les PME ? Les grosses PME, oui. Les petites PME, malheureusement, non. Alors, c'est pour ça qu'on demande aux petites PME d'aller sur le cloud. Ils ont la possibilité de le faire. Ils sont, on va dire, bien sûr, en respectant la loi 0908, qui est la protection des données. Ils ne sont pas forcément assujettis à la DGSSI pour les OIV. Donc, ils peuvent aller sur le cloud. Le cloud est plus sécurisé, à moins d'être sensible sur un certain nombre de mesures humaines, parce que l'erreur, elle est d'abord humaine avant qu'elle soit technique. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir recruter des équipes importantes et de créer de nouvelles plateformes et de développer de nouvelles plateformes. Autant utiliser des plateformes existantes sur le cloud et de bénéficier aussi de tous les dispositifs de sécurité qui tournent autour. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de services cloud au Maroc. On va parler de services d'hébergement, de data center, plutôt dans le cadre d'IaaS ou de PaaS. Voilà, il y a quelques acteurs très sérieux marocains qui proposent un certain nombre de services. Nous n'avons pas de service purement cloud. Ça, c'est autre.
qui nous permet de se positionner au même niveau que ce qui existe ailleurs. Il y a deux solutions à cela. La première, telle qu'un acteur a fait et qui va bientôt se mettre en place, c'est un des acteurs majeurs aussi à l'échelle internationale qui est venu créer une sous-région au Maroc pour proposer des services cloud. Et le deuxième, c'est de pouvoir faire un partenariat ou d'inciter ce qu'on appelle les hyperscalers, les GAFAM, de venir s'installer de manière directe à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est une démarche qui n'a pas été faite par le Maroc? Si. Alors, faite par le Maroc ou par ses propres prestataires ou ses propres GAFAM, je pense que oui, ça a été fait. Maintenant, je pense qu'il y a des prérequis. Il y a des prérequis de part et d'autre. Et je pense qu'à un moment donné, ils ne se sont pas mis d'accord. Et on va les laisser gérer ça. Nous, en tout cas, en tant qu'utilisateurs, ce que nous demandons, c'est qu'il faudra que les services cloud soient présents au Maroc, à partir du Maroc, pour des raisons de souveraineté de données, pour certains sujets, parce qu'il y a des entreprises qui veulent aller sur le cloud, mais qui n'y arrivent pas d'une manière ou d'une autre, soit par le fait qu'on n'arrive pas à bien expliquer les réglementations actuelles, soit parce qu'on a peur de faire une bêtise réglementaire et que ça se retourne contre l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut une clarification de ce qui existe, de ce qui peut être fait en allant ailleurs, de ce qui ne peut pas être fait, et de rester au Maroc et de trouver la bonne solution dans le cadre de la souveraineté sur le sol marocain. Par rapport à la souveraineté? Alors, au niveau de la souveraineté, nous, on est convaincus que le Maroc a le potentiel nécessaire de pouvoir d'aller au-delà de ce qui est écrit dans la stratégie. On a besoin de deux ingrédients. La première, c'est d'accélérer l'exécution. La deuxième, c'est que tous les acteurs de l'écosystème jouent le jeu et de pouvoir réellement, stimuler l'écosystème, de pouvoir aller vers l'avant. Est-ce que nous avons un problème de vision ou de visibilité de ce que nous voulons faire? Non. Nous savons tous ce que nous devons faire. Et ce n'est pas la stratégie qui va venir nous montrer le cap. Mais il est important qu'elle soit là, qu'elle soit validée par le gouvernement marocain et qu'elle dise voilà le cap et qu'elle soit très claire et très transparente vis-à-vis de tout l'écosystème et de tous les acteurs. Maintenant, nous avons besoin de travailler ensemble et de travailler pour pouvoir atteindre des objectifs, mais d'accélérer. C'est surtout ça. De créer cette émulation entre les différents acteurs et de pouvoir aussi se faire confiance. Je pense que c'est important de pouvoir mettre la main dans la main, travailler ensemble sur ces différents indicateurs, de dire que nous avons la possibilité d'aller très loin, d'accélérer le dispositif législatif et réglementaire, la mise en place, la validation de nouvelles réglementations, de nouvelles lois dans ce sens-là, parce que parfois le fait de ralentir ce cadre-là va ralentir toute la dynamique derrière. J'aurais bien aimé, à un moment donné, faire les choses à l'américaine, c'est-à-dire ne pas attendre forcément une réglementation pour pouvoir démarrer des choses et qu'à la fin, on vient réguler. On ne va pas aller à l'extrême du modèle américain, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on définisse un cadre sur lequel on peut avoir un peu de flexibilité, de tester, de faire des choses, et ensuite venir réglementer, réguler. Et je pense que c'est aussi un vrai chantier dans ce sens-là. Nous avons tous les ingrédients pour pouvoir réussir. Maintenant, il faut de la balle est entre nous tous, on va dire, membres de l'écosystème, pour pouvoir y aller. Et on a les capacités pour le faire.